On parle cette semaine de comment redonner du sens au travail et on commence avec un cas pratique dans notre secteur médical. Nous sommes avec le professeur Jean-Michel Constantin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur mais pas que, vous êtes chef de service réanimation à la Salpêtrière à Paris et vous êtes aussi cofondateur d'une entreprise dont on va parler, d'une start-up. Avec vous, on prend le pouls de notre hôpital, de vos équipes. Comment va le moral des troupes ? C'est difficile. On l'avait prévu. Le système de santé était déjà tendu en France. On savait que le Covid allait faire énormément de mal. Ça y est, on y est. Et donc, on est un peu face à un système qui ressemble à un système en fin de course et sur lequel on ne sait pas vraiment comment réinventer, vers où repartir pour redynamiser un petit peu les équipes. En préparant l'émission, vous me disiez de manière assez informelle, ça tient le coup parce qu'il faut faire. C'est ça la mentalité de votre équipe et de nos soignants et de nos soignantes. Il faut faire, il y a un devoir d'être là pour les patients, pour les patientes. Et ça fait tenir le moral et les physiques de vos équipes. Ça fait tenir tous ceux qui ne partent pas. Je crois que la question ne pose pas de est-ce qu'on fait, comment on fait. Non, il y a un boulot à faire, il faut le faire. Et je crois que l'intégralité du système de santé français, qu'il soit privé ou public, a montré qu'il était capable de faire face, au moins pendant la crise. Maintenant, on a une fuite dans tous les secteurs, de tous les côtés, parce que peut-être qu'on perd un peu de sens. C'est le vrai danger, c'est de perdre le sens de ce qu'est notre travail, notre ADN à tous. De votre point de vue, de patron d'équipe et en même temps de patron médical. Est-ce qu'il y a des typologies, des profils types qui ne tiennent pas, qui ne tiennent plus et qui s'en vont? Ou est-ce que ça touche toutes les fonctions, toutes les générations, tout le monde dans les différents secteurs et services des hôpitaux? Ça touche globalement, je dirais, toutes les fonctions de l'hôpital. Pas de la même façon sur toutes les générations, parce qu'il y a probablement, et c'est pas du tout une critique dans ma bouche, un effet générationnel, où je crois qu'il y a une génération qui a sûrement raison, mais qui a plus envie de travailler 80 heures par semaine, qui a plus envie de revenir sur tous ses repos, de sacrifier un peu sa vie personnelle. Il y a sûrement raison. Et le problème, c'est que même si on avait prévu qu'il fallait augmenter les ressources humaines dans le domaine de la santé parce que c'était tendu, parce qu'on soigne de plus en plus de monde, population qui est vieillissante et qui vieillit bien. Donc ça demande du manpower. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est ce changement de paradigme et de cette génération qui veut travailler correctement, mais qui ne veut plus travailler autant que ce qu'on a fait. Donc il y a la combinaison de gens qui ont besoin ou envie de travailler moins et en face une augmentation du nombre de soins et de personnes à soigner. Et ça s'appelle quand même une équation compliquée à résoudre. Alors on vous invite aujourd'hui comme médecin mais aussi comme cofondateur d'une application qui s'appelle Check It Easy. On va rejoindre en duplex votre cofondatrice, il s'agit de Virginie Delplanque. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous nous appelez, vous nous rejoignez par Skype depuis Lyon. Avec Jean-Michel, vous avez créé une entreprise au service sans doute des équipes comme celle de Jean-Michel. Pitchez-nous en quelques secondes, Virginie, Check It Easy. Alors très rapidement, Check It Easy, c'est une application de formation continue qui est dédiée aux soignants de l'urgence, médecins et infirmiers qui travaillent dans les secteurs services urgence, anesthésie-réanimation et soins intensifs. Et en gros, c'est un coach mobile qui optimise la gestion du temps, le développement des compétences et la coordination en équipe. Alors, vous êtes un des premiers utilisateurs, Jean-Michel, en plus un cofondateur. Comment vous avez eu l'idée d'aller vous appuyer sur la technologie pour pallier un problème RH qui semble très humain dans les équipes? En fait, on a commencé par essayer de créer un outil qui permette d'exécuter des checklists d'urgence. Donnez-nous quelques items dans cette checklist. Qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, vous êtes face à un arrêt cardiaque, vous êtes professionnel de santé. Selon votre fonction en tant que professionnel de santé, vous allez faire tel ou tel massage cardiaque, ventilation, etc. Et comme font les pilotes d'aviation, on sait qu'on a des checklists et que ces checklists nous permettent de nous aider, de limiter les erreurs liées aux facteurs humains. Donc on a commencé à développer ça, mais on s'est rendu compte que ce qui manquait le plus, c'était la formation. La formation continue parce qu'on a tous énormément de travail, parce qu'on est tous fatigués et qu'à un moment, la formation, c'est en plus. Et donc, notre concept, c'est de dire il faut que ce soit la formation qui vienne auprès des professionnels. Et donc, l'idée, c'est que via des micro-learning, des petites capsules, que tous les jours, au moment du café, dans le métro, au moment de la pause, on ait 1 minute, 2 minutes de formation sur un sujet précis. Et on fait le pari, puisqu'il y a quand même un rationnel pédagogique là-dessus, que ça va améliorer la formation.
Et ça permettra d'amener les professionnels sur de la simulation, par exemple, mais en ayant le background et de débriefer et d'enregistrer ce qui se passe au fur et à mesure. Donc quelque chose de réellement dynamique. Alors Virginie, qu'est-ce que c'est le business model de Check It Easy et comment on crée une dynamique d'apprentissage, comment on crée l'espace-temps dans une journée d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignantes pour se former? Comment on crée le déclic? Alors, j'ai commencé par répondre à la deuxième partie de la question. Comment on crée du temps alors que les soignants n'en ont pas? Ça, c'était le gros challenge. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en effet, un des gros sujets pour les professionnels de santé, c'est le manque de temps. Et comme disait Jean-Michel, le manque d'énergie. Donc, la question, ça a été de dire comment on réussit à trouver le temps. Aujourd'hui, partir sur 2 jours, 3 jours sur de la formation, c'est pas possible parce qu'on a des patients à soigner et on doit être à leur chevet. Du coup, c'est en décomposant tout le savoir qu'ont acquis en fait les professionnels, mais qui doivent s'actualiser puisqu'il y a des innovations scientifiques, il y a toujours des avancées et il faut se mettre à jour. Et c'est un souhait et un besoin et une obligation pour les soignants de se former. Il y a une obligation triennale de formation, on appelle ça le DPC. C'est le développement professionnel continu. Et autant dire que pendant le Covid, il n'y a pas eu de formation parce qu'il y avait les soignants à soigner. Donc, il fallait absolument réinstaurer une nouvelle dynamique. Et donc, à qui vend-on le modèle économique? Eh bien, donc, déjà, on a un contenu qui est composé de ces capsules, de checklists qui peuvent être utilisées durant des séances de mise en pratique, puisque les soignants doivent avoir à la fois du contenu théorique, des acquis théoriques, et puis la mise en pratique, pratiquer les gestes métiers, savoir faire une intubation difficile en un laps de temps très court, se coordonner comme il faut avec les 10 autres collègues autour du patient, aller vite sans faire d'erreur. Donc il y a des checklists et nous on vend à tous les centres de soins, de simulation qui proposent justement ces exercices pratiques, ces simulations, ces séances d'entraînement avec des cas cliniques sur un mannequin. Où en équipe générale, eh bien, on se met en musique. Et puis on propose du coup un tarif qui va être le plus abordable possible et surtout un tarif qui font des soignants ne coûte pas rien puisque on veut faire en sorte d'activer ces schémas de DPC, donc de crédits de formation qui permettent d'accéder gratuitement pour les soignants. Jean-Michel Constantin, comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on fait passer les personnes qui utilisent l'application peut-être dans les transports, en allant au travail ou en revenant, à la pratique le lendemain quand on se retrouve à l'hôpital? Alors déjà, il y a un élément qui a changé depuis quelques années, c'est qu'on ne dit plus jamais la première fois sur un patient. Donc tous les étudiants sont formés sur des simulateurs, exactement comme les pilotes. Ça, c'est le quotidien déjà. Ce qui n'était pas le cas pour ma génération, puisqu'on a tous appris sur des patients, ce qui est le quotidien aujourd'hui. L'idée de l'application, c'est de les former en amont et en aval de la séance de simulation, sur la théorie, sur la façon dont on réagit rapidement, et de leur donner en plus ces outils pendant la séance de simulation. Et ça marche en France, sur les médecins, sur les infirmiers, mais ça marche dans le monde entier. Ouais. Parce qu'il y a une vraie problématique, et par exemple aux États-Unis, on a sur tout ce qui est premier secours, ce ne sont pas des médecins, contrairement en France qui vont, c'est des paramédics, c'est des infirmiers un peu plus formés. Et on a discuté avec eux, ils sont très intéressés par le concept, parce qu'ils ont besoin de checklists d'urgence, parce qu'ils ont besoin de formation continue. Et donc, on essaie d'étendre un petit peu ce qu'on fait pour faire profiter au plus grand nombre de cette technologie. Bon, alors on parle de Check It Easy aujourd'hui, mais quand on est praticien à l'hôpital, comment on fait pour convaincre les gens au-dessus, ceux qui payent peut-être, d'outiller les gens? C'est qui le point de contact de Check It Easy et des applications qui pourraient outiller nos soignants, nos soignantes? Qui on doit convaincre? Ça ne peut pas être le même dans le secteur privé et dans le secteur public. Ça ne peut pas être le même à l'étranger et en France. Probablement que pour le secteur privé, il y a une grande part de l'assurance, où on sait que des médecins qui sont formés, des paramédicaux qui sont formés, c'est des accidents en moins. Ouais. Et donc, c'est de l'investissement qu'on va faire, en fait. Je crois qu'il n'y ait plus aujourd'hui des médecins qui arrivent en fin de carrière et qui disent... un peu fier des fois, de façon déplacée. Moi, depuis que j'ai passé ma thèse, j'ai pas ouvert un bouquin. J'en ai vu, pas beaucoup, mais j'en ai vu. Ça, il faut plus qu'on le voie, mais c'est une minorité. Il faut que tous ceux qui ont envie de pouvoir se former puissent se former. À l'hôpital, ça va être la formation continue. Il y a des budgets considérables sur la formation continue. On n'est pas en train de dire elle ne sert à rien. On est en train de dire il faut donner des outils pour l'optimiser. Ça ne suffit pas de se former un jour par an dans sa carrière. Il faut que cette formation, elle revienne régulièrement. Là, on parle de l'anesthésie, de l'urgence, mais si on se met dans la médecine générale, qui est un domaine
tellement vaste, la formation elle est encore plus difficile. Et donc là aussi, on se dit qu'il faut qu'il y ait de la formation continue, jour après jour, pour tenir au courant, tenir informé des évolutions, le plus grand nombre des praticiens. Voilà, un zoom sur, vous voyez, nos soignants, nos soignantes, comment la formation continue peut peut-être venir aider à régler quelques-uns des problèmes, notamment de recrutement, mais aussi de rétention. Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation à la Pitié-Salpêtrière et cofondateur de l'application Check It Easy, et Virginie Delplanque, votre cofondatrice, qui voilà, s'occupe du côté business de Check It Easy. Restez avec nous, on va continuer à parler de redonner du sens au travail. On va parler de l'absentéisme, peut-être un des problèmes de notre hôpital aussi, mais il faudra une autre émission pour en parler avec vous. Restez avec nous, à tout de suite. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Better Together. Est-ce un symptôme de la perte de sens au travail? On va parler de l'absentéisme avec deux experts. J'accueille d'abord David Mahé. Bonjour David. Bonjour Lorraine. Vous êtes président fondateur de Human and Work. En face de vous, on a Vincent Bintouy. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine. Vous êtes le directeur France Top Employer Institute. Je vais parler en franglais, en savonnant. Avec vous, on parle de comment prévenir l'absentéisme au travail. Est-ce que perdre le sens du travail, c'est s'absenter? C'est strictement corrélé. Vincent, qu'est-ce que vous observez? Oui, bien sûr, c'est forcément corrélé à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est qu'il y a différents types d'absentéisme et donc tous les absentéismes ne sont pas à mettre dans le même panier. Il y a l'absentéisme, on va dire, officiel, visible et qui est quantifiable et quantifié. Le dernier baromètre Hemming en la matière nous dit qu'il y a 22 jours par salarié et par an d'absentéisme. 22 jours. Ce qui paraît gigantissime. Ce qui paraît gigantissime et en même temps, ça recouvre des formes très variées puisqu'il va y avoir des maladies longues, forcément, où là, ce sera beaucoup plus que 22 jours. Et puis, au contraire, après, des petits bobos de la vie, on va dire. Et puis après, il y a surtout, je pense, le plus important et qui est totalement invisible ou difficilement, en tout cas, identifiable, c'est l'absentéisme invisible. Donc, qu'on pouvait appeler, avant la pandémie, le présentéisme, des personnes qui sont présentes au bureau, mais qui font probablement que le strict minimum. Et puis, qui maintenant, c'est un peu mué, petit à petit, en quiet quitting. Et notamment avec l'essor finalement de l'hybridation du travail où on a moins de facilité à identifier justement ce quiet quitting et finalement cet absentéisme. On va revenir sur la définition de ces différentes formulations. Je voudrais vous soumettre peut-être à vous, David, les chiffres que Jean-Michel Constantin, chef de service réanimation à Paris, avec qui nous étions juste avant, m'a rappelé. À l'hôpital, l'absentéisme, c'est 3% des médecins. C'est 20% des infirmiers, des infirmières, et ce serait de 30 à 40% des aides-soignants. David, comment vous regardez ces chiffres? Ce sont des chiffres qui sont énormes. En France, on considère qu'aujourd'hui, et c'est en hausse, l'absentéisme est autour de 5%. Ce qui est déjà beaucoup, parce qu'il y a quelques années, on était autour de 4%. On voit bien les conséquences. Les conséquences, c'est à la fois moins de travail, donc moins de production, moins de croissance. C'est de la désorganisation dans les services. C'est un manque de productivité. Et puis, en termes d'ambiance, c'est insupportable parce que finalement, ce sont ceux qui travaillent qui finalement compensent le travail des absents. Et on voit bien au niveau de l'hôpital, alors je ne sais pas qu'est-ce qui la cause, qu'est-ce qui la conséquence, mais en tout cas, quand on a ces chiffres-là, c'est très très compliqué d'organiser un hôpital, d'organiser un soin correct, d'organiser une qualité de service correcte, quand on a 40% des soignants qui sont en arrêt. C'est pas possible. Est-ce que vous avez observé tous les deux un lien entre absentéisme, hausse de l'absentéisme et le télétravail? Vous commenciez un petit peu à marquer dans le temps, voilà, il y avait l'avant-pandémie, l'après-pandémie. Est-ce que vous observez un lien, Vincent? Alors, si on prend les chiffres, justement, effectivement, les chiffres de David sont tout à fait corrects, à peu près 5% d'absentéisme. Il y a eu une augmentation de l'absentéisme ces dernières années et un pic au moment, justement, des différents confinements et pendant la pandémie. Ça redescend légèrement. Parce que le télétravail, effectivement, redescend également en termes de quantité et de jours travaillés. Mais pour autant, oui, le lien, il est forcément direct pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est parce qu'il est plus facile de perdre le sens de ce que l'on fait au quotidien en étant en télétravail que quand on est au bureau et qu'on a un lien social plus fort. Donc ça, c'est vraiment évident on est peut-être déjà sur les solutions, on les abordera tout à l'heure, mais le fait à un moment donné d'être capable d'être très vigilant sur le fait que le lien social ne s'étiole pas peut faire en sorte qu'effectivement, il y a une action sur la réduction de l'absentéisme. David? Je pense surtout que quand on regarde les politiques de prévention de l'absentéisme, c'est important à la fois d'avoir des indicateurs et c'est de comprendre finalement le lien entre le contexte du travail et puis ces indicateurs. Le télétravail, ça a toujours été un outil plutôt de motivation
Il y a un outil d'engagement pour les salariés, un outil de liberté aussi. Aujourd'hui, on a été probablement dans une direction excessivement individualiste et cette perte de lien social, elle ne crée pas les conditions d'un engagement. Voilà. Donc là, il y a besoin probablement de questionner l'organisation du travail et du télétravail pour créer un bon équilibre, à la fois en termes de qualité de vie et en termes d'efficacité du travail. On va essayer de coucher quelques solutions sur la table, mais je voudrais quand même vous poser une question. L'absentéisme au bureau, parlons du tertiaire, parlons des gens qui se rendent dans des entreprises avec des bureaux. Est-ce que c'est pas un problème de salarié? J'ai un peu envie de vous dire, est-ce que c'est pas un problème de riche? Quand on est indépendant, quand on est auto-entrepreneur, au masculin, au féminin, quelque part, est-ce qu'on a le choix d'être absent? Comment on articule une pensée sociale autour de ça? Il faut regarder d'abord les indicateurs. Vous avez de l'absentéisme d'ordre personnel. Vous avez les maladies. En ce moment, il y a la grippe, par exemple. Alors, on peut un peu travailler avec la grippe, mais il vaut mieux quand même, dans ce cas-là, plutôt télétravailler avec la grippe plutôt que contaminer tout un bureau. Et vous avez, pour le coup, des vraies maladies et des vrais arrêts maladie. Il n'y a pas de problème. Deuxième point, vous avez de l'absentéisme d'ordre familial. C'est des gardes d'enfants. Par exemple, en début de semaine, avec l'école et les crèches qui étaient fermées un lundi de rentrée. Exactement. C'est des travailleurs qui aident leurs vieux parents à vivre correctement. Ils doivent faire 250 km pour s'occuper de leur prise en charge sociale. Donc, ces questions d'ordre personnel, c'est quand même la majorité des arrêts maladie. D'accord. Et ensuite, vous avez de l'absentéisme d'ordre professionnel, où là, on parle des maladies professionnelles, on parle du stress, on parle des risques psychosociaux, on va parler aussi des questions d'organisation du travail, conditions de travail, et vous avez des endroits où les conditions de travail ne sont pas optimales et où effectivement vous avez des poches d'absentéisme importants. Quand vous êtes chauffeur de bus et que vous arrivez au dépôt le matin, que vous avez 3 de vos collègues qui sont absents, c'est pas l'idéal pour démarrer une belle journée. Bon, alors vous avez fait une dichotomie entre 2 types d'absentéisme. Oui. Quelle solution on peut apporter à chacun de ces 2 types d'absentéisme? Alors, le premier point, c'est d'abord que l'entreprise doit disposer d'indicateurs sur l'absentéisme. Et elle doit les partager. C'est en nombre de jours, c'est en pourcentage. Elle doit en parler dans ses comités de direction. Elle doit en parler avec son CSE. Elle doit partager des données qui sont des données factuelles. Ensuite, c'est important de mettre en place des politiques de prévention. Sur la question d'ordre personnel, on a des politiques d'équilibre entre la vie privée et la vie personnelle. La vie privée, et la vie professionnelle. La question de la garde d'enfants, j'en ai parlé, la question des transports, la question du temps de travail, c'est des questions qui sont, ou par exemple, lors des réunions, ça fait partie des choses qui ont une influence forte sur l'absentéisme. Et sur la partie plus professionnelle, là, on va questionner l'organisation du travail. On va questionner le management. On va questionner les relations entre les gens. Voilà. Et c'est là qu'on va essayer de retrouver les leviers finalement, pour faire baisser l'absentéisme. Sur la question du sens du travail, est-ce que les gens savent pourquoi ils viennent travailler? Sur la question des conditions de travail, comment est-ce qu'on travaille dans l'entreprise? Et comment on crée finalement du lien qui donne envie aux gens de venir travailler et pas d'arrêter. Voilà. Vincent Bintry, pour l'absentéisme contre lequel on peut lutter, qu'est-ce que vous avez, vous, comme formule? Alors, j'ai pas de baguette magique, en tout cas, ça c'est certain. Après, comme le disait très justement David, il y a plusieurs moyens. Un des moyens, c'est de redonner du sens, en effet, au travail des collaborateurs. Ça passe à 2 niveaux. Ça passe par déjà l'entreprise en tant que telle, au sens mission de l'entreprise. Et là, je parle vraiment d'une mission d'entreprise, une raison d'être authentique, c'est-à-dire véritablement vécu et pas simplement un purpose washing, véritablement, mais vraiment vécu, et notamment au niveau du leadership. Pas semblant d'avoir une destination, d'avoir un but. Exactement, mais derrière, on le vit, on met en place des actions concrètes. Typiquement, David parlait de l'absence de certaines personnes pour aider des parents âgés. Donc, le fait de soutenir les aidants, etc., ça fait partie des éléments qui font en sorte que derrière, il n'y a pas qu'un discours, mais il y a des actions concrètes. Donc, il y a cet aspect véritablement d'authenticité de la raison d'être. C'est culturel. Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis après, il y a un aspect flexibilité du travail, flexibilité des horaires. Il y a une étude récente qui montre que 50% des cadres sont en demande d'une flexibilité des horaires de travail. On n'est plus dans le télétravail ou travail au bureau, c'est vraiment flexibilité des horaires de travail. C'est quoi? C'est la fin du 9 à 7, c'est la fin du lundi-vendredi? Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est mis en œuvre, typiquement, nous, dans les entreprises qui vont être certifiées 2023 et dont la liste sera communiquée prochainement, on a 44% des entreprises certifiées en 2023. Liste du Top Employer Institute. Exactement. Qui justement laisse une liberté tant sur les horaires que sur le lieu de travail aux collaborateurs.
C'est gigantissime, 44% des entreprises certifiées. Alors c'est en régression, on va dire, par rapport aux années précédentes, où c'était un petit peu plus de 50%, mais ça démontre effectivement que c'est un élément qui est pris en main par les entreprises pour en faire bénéficier leurs collaborateurs et s'assurer de leur engagement et faire en sorte que du coup l'absentéisme ne soit pas un absentéisme, soit parfois de convenance, comme ça peut être le cas, soit pour des gardes d'enfants, mais flexibiliser ces horaires pour permettre à leurs collaborateurs de s'organiser comme ils le souhaitent. David, le mot de la fin pour les managers qui nous écoutent, comment on instaure cette flexibilité? Quels sont vos conseils? Alors, moi je pense que à la flexibilité, on peut aussi opposer une organisation et un travail collectif. Je pense que quand on parle de santé mentale, on s'aperçoit souvent qu'on a besoin aussi d'avoir des facteurs de protection. Et les facteurs de protection, c'est l'utilité. Je sais pourquoi je me lève le matin. C'est l'ambiance, c'est le collectif, c'est les bonnes conditions de travail et c'est le fait qu'on fasse attention aux gens. Et je pense que la santé mentale, qui est un facteur clé de prévention de l'absentéisme, elle est meilleure quand justement on réunit ces facteurs-là. C'est-à-dire à la fois donner de l'utilité, bien organiser le travail et bien prendre soin des gens. Voilà, bien prendre soin des gens. Je vous propose que ce soit le mot de la fin, parce qu'on essaye dans cette émission de parler de redonner du sens au travail, de ne pas perdre le sens. Voilà, un peu de conseils culturels. Voilà, créer une culture d'entreprise un peu plus... comment dire, bien heureuse, mais où on prend soin bienveillante les uns des autres. Merci beaucoup à tous les deux. David Mahé, le président fondateur de Human and Work, tout est dit, l'humain et le travail. Et vous, Vincent Vintruy, le directeur France du Top Employer Institute. Restez avec nous, on va parler des congés illimités. Est-ce que ça peut être une solution justement pour limiter l'absentéisme? BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Business Case. On va zoomer sur les congés illimités. Est-ce que ça peut être une solution pour redonner du sens à son travail? Ça semble un petit peu paradoxal peut-être quand on en parle comme ça. Pour en discuter et peut-être prouver le contraire, c'est Vincent Debré qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine. Vous êtes le directeur général de Stanwell. Avec vous, on est dans l'univers du conseil. Pitchez-nous en quelques phrases ce que vous faites avec votre équipe de presque 100 consultants. Absolument. On est donc un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des services financiers. Donc principalement, nos clients, ce sont des banques et des assureurs. On est donc une centaine. On intervient avec 3 marques. On a une marque conseil qui est Stanwell, une marque dans le digital et la data qui est Wider et une marque dans l'innovation qui est Blue Circle. Et on inaugure en ce début d'année 2023 une nouvelle signature qui est Entreprendre autrement. Bon, ça c'est votre planning professionnel. Côté RH, vous testez cette formule de congé illimité. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un vrai enjeu social chez vous? Ou est-ce que c'est un petit fantasme RH? Comment vous avez eu l'idée de mettre ça en place et depuis combien de temps? Alors, on a mis en place ce dispositif à partir de mai de cette année, mai 2022. Donc c'est encore, on va dire, en mode pilote. On a un petit peu de recul, mais c'est en mode pilote. Alors comment on l'a mis en œuvre? On a un petit peu cherché, on ne l'a pas fait tout seul en fait en chambre. C'est une idée qui vient de vous, DG, ou ça vient des équipes? On a partagé avec les équipes. On est parti de cas d'usage, on est parti de cas très concrets. On est dans un métier qui est assez exigeant. On a des gros horaires, on change beaucoup de contexte, on a des clients évidemment qui sont exigeants. Donc on a essayé de trouver des solutions pour concilier à la fois ce type de planning et en même temps le fait de ne pas renoncer soit à une vie familiale, soit à une vie sociale. Ce qu'on voulait, c'était un dispositif qui n'exclut personne. Donc on ne voulait pas le réserver à certains contextes comme la parentalité. Ouais. On voulait que ce soit ouvert à tous et on voulait surtout miser sur un élément qui est important pour nous, qui est de faire confiance aux collaborateurs, donc de les responsabiliser. Pour la petite histoire, le petit nom de code des congés limités chez nous, c'est le projet Réflexe pour responsabilisation et flexibilité. Et je pense vraiment en fait que c'est ça qui est important. Donc c'est pas un fantasme, c'était plus donner la main aux collaborateurs justement pour s'organiser, trouver du temps pour des choses qui leur tiennent à cœur. Je vais vous poser la question en faisant le parallèle avec la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, on imagine que du coup c'est une semaine où il n'y a plus de lundi, où il n'y a plus de vendredi. Ouais. Est-ce qu'une entreprise avec des congés limités, c'est des entreprises où en tout cas peut-être pour les parents, c'est tous les 1 mois et demi scotché sur les vacances scolaires, on se met en mode off parce qu'en fait il faut gérer et sa parentalité et sa gestion perso et les vacances des enfants? Alors ça peut être ça, mais justement les congés illimités, c'est pas un cadre qui met tout le monde à la toise, si vous me permettez l'expression. Nous on s'est permis de faire du sur-mesure, c'est-à-dire que pour certains parents ça va être prendre plus de congés scolaires parce que c'est intéressant d'être avec les enfants à ce moment-là. Pour d'autres qui sont engagés dans des associations, c'est prendre des demi-journées ou des journées pour justement pouvoir s'engager auprès d'associations. Pour certains, c'est de l'entraînement sportif. Voilà. Donc,
Mais les congés illimités ne veut pas dire que, d'abord, vous décidez de la veille pour le lendemain, et que, deuxièmement, vous décidez tout seul. Donc, c'est un dialogue avec le manager, et c'est notre rôle aussi de poser un petit peu le cadre de ce dispositif. Le cadre, justement, vous êtes dans l'industrie du conseil, on travaille avec des missions de plus ou moins long terme. Est-ce que, justement, c'est essentiel pour pouvoir mettre en place cette logique de congé, cette mentalité, cette culture, pour reprendre l'expression que je disais tout à l'heure avec David May et Vincent Bintrouille, dans une entreprise? Est-ce que c'est plus facile en conseil qu'ailleurs, voyez? Est-ce que les congés limités, ça serait possible à l'hôpital, pour reprendre le fil de notre émission? Oui, vous avez raison. Je pense qu'on a la chance dans le conseil d'avoir une homogénéité de profil. On a des adultes, de jeunes adultes, on va dire exigeants avec eux-mêmes, qu'on peut tout à fait responsabiliser. Et qui s'auto-responsabilisent, c'est ça que vous dites aussi, sous-jacent. Qui s'auto-responsabilisent, c'est vrai. Et d'autre part, on a, c'est vrai, des missions et des projets pour des clients qu'on conduit la plupart du temps en forfait, c'est-à-dire avec un engagement de résultat et pas un engagement de moyens, ce qui permet justement cette souplesse. Donc c'est vrai, on a la chance de pouvoir le faire et c'est peut-être un peu plus facile dans le conseil que dans d'autres industries. Pour conclure, Vincent Debré, est-ce que vous avez un chiffre, un KPI, quelque chose pour illustrer que ça marche pas trop mal depuis mai 2022 ou c'est encore trop tôt? Alors non, vous avez raison, on mesure, on essaye justement de voir si ça prend ou pas. On a constaté depuis mai, sur un échantillon qui est comparable entre 21 et 22, on a à peu près 20% de prise de congés supplémentaires. Donc ça marche. Donc les gens osent le prendre. Absolument. Et on est là pour les inciter à le faire. Et justement, quel est le mot des DRH ou des managers N+1 pour encourager, motiver ou dire aux gens, osez ces congés illimités, c'est bon pour la boîte et c'est bon pour vous? Nous, ce qu'on leur dit, c'est on a envie d'avoir des collaborateurs qui sont bien dans leur basket et qui vont plutôt faire le choix de ne pas renier sur leur vie sociale ou familiale, encore une fois, et qui vont plutôt en fait choisir de l'équilibre. Donc oui, on est là pour les inciter à prendre en fait ces congés-là. Et c'est d'ailleurs une bonne remarque parce qu'on est plutôt là à les inciter, plutôt là à la relance. On a encore une forme de timidité pour voir s'il y a un piège ou pas. Il n'y a pas de piège. Les congés illimités, ce sont des congés qui sont payés. Et encore une fois, qui sont accessibles à tous. Voilà, vu du directeur général, le ratio bénéfice-risque plutôt intéressant sur ces congés illimités. Merci beaucoup Vincent Debré, directeur général de Stanwell, dans le conseil, d'être venu illustrer ce que j'appelais un fantasme RH, mais qui peut être une réalité, voire même un enjeu social à l'intérieur de l'entreprise, de ces congés illimités. C'est la fin de Happy Boulot, le mag. Un grand merci à toute l'équipe pour la préparation. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo à la demande sur notre site, sur les applications de BFM Business et bien sûr sur toutes les plateforme de podcast. À la semaine prochaine pour continuer à parler de management, de vie de bureau et de recrutement. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming.